Et ça a aussi réveillé justement cette envie de travailler avec des entreprises à impact, tu vois. Enfin là, c'est un fonds de dotation, mais ça a toujours été un truc que j'ai voulu faire depuis que j'ai 18 ans. Moi, c'est vraiment le bouche à oreille et le réseau qui m'apporte du business. Moi aussi, dans mon modèle économique, j'essaye toujours de faire en sorte que les clients soient sur du récurrent, tu vois. En termes de prospection, déjà, une fois que tu as 3-4 clients et que ça se passe bien et tout, tu vois, je prospecte pas tous les 2 jours, quoi. Vous êtes entrepreneur, chef d'entreprise, et vous avez du mal à trouver vos clients. Vous vous sentez souvent découragé par les défis de la prospection. Eh bien, je vous rassure, vous n'êtes pas les seuls. La prospection est une étape cruciale pour la survie et le développement de votre entreprise. Heureusement, il existe une multitude de façons de prospecter. Et il y a forcément une méthode qui vous correspond. C'est pour cette raison que j'ai créé ce podcast, afin de rencontrer différents types d'entrepreneurs, chefs d'entreprise, pour découvrir leur stratégie, leur méthode, leurs témoignages. Et qui sait, cela pourrait bien transformer votre approche de la prospection et rendre cette étape beaucoup plus accessible. Je m'appelle Aurélien Ibarart, je suis le fondateur de ce podcast et également de Nisnea, une société spécialisée dans la réalisation de vidéos pour les entreprises. J'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne écoute ou un bon visionnage et à vous laisser guider dans ce phare dans la nuit qui va vous permettre de trouver votre propre chemin vers le succès de la prospection. Bienvenue dans l'Odyssée des opportunités. Découvrez Eva Kaina Pila, fondatrice de l'agence de communication Okiara. Eva se spécialise dans la valorisation des actions des acteurs du changement en passant par les entreprises engagées. Ensemble, nous allons plonger dans son parcours, d'un ras-le-bol du salariat à un voyage initiatique à travers le monde qui l'a mené à une reconversion. Elle nous partage les déclics qui l'ont poussée à créer son entreprise, les défis de l'entrepreneuriat et les stratégies qu'elle a mises en place pour trouver des clients et bâtir un modèle économique durable. Elle dévoile également comment ses expériences dans le coaching et la thérapie narrative enrichissent aujourd'hui son travail en communication. Vous découvrirez une histoire inspirante mêlant quête de sens, liberté et résilience entrepreneuriale. Bonjour Eva. Bonjour Aurélien. Comment ça va ? Très bien, et toi ? Bah écoute, ça va bien. Je suis très heureux de t'accueillir dans ce podcast, l'Odyssée des opportunités. Ça me fait vraiment plaisir de t'avoir dans l'émission. Merci à toi. Ok, super. Est-ce que tu sais de quoi on va parler ? Dans les grandes lignes, mais ça va être très spontané, comme j'aime. Le podcast va donc se dérouler en 3 parties. Première partie, la découverte. Dans cette première partie, plongeons dans l'histoire de notre invité. Deuxième partie, à la conquête des clients. C'est le cœur du podcast. Troisième partie, l'impact de la vidéo pour développer l'entreprise. C'est ce que vous allez découvrir tout au long de ce podcast. Et commençons dès maintenant avec la première partie, la découverte. J'ai plus qu'à vous souhaiter bon visionnage ou bonne écoute. Et j'aimerais savoir déjà un peu que tu te présentes qui tu es et c'est quoi ton activité ? Ok, donc moi du coup je m'appelle Eva et je travaille dans la communication, donc j'ai créé une entreprise qui s'appelle Okiara et j'accompagne principalement les acteurs du changement, c'est-à-dire des structures plutôt type fondation, fonds de dotation, association, entreprise à mission, sur tout ce qui va être valorisation de leurs actions. Donc ça va être par des newsletters, des posts sur les réseaux sociaux, des manifestos, des articles de blog, voilà, de vraiment mettre en lumière vraiment tout ce qu'ils mettent en place, parce que ça vaut le coup de valoriser. Voilà, donc je suis spécialisée là-dessus. Ok, super. Bah, dis-moi un peu, raconte-moi, je veux savoir un peu ton histoire. Est-ce que l'entrepreneuriat, c'était quelque chose de évident ou est-ce qu'il y a eu des étapes avant d'en arriver là ? Tu vois, dis-nous tout, on veut tout savoir. Alors, c'était pas du tout prévu, pas du tout. Alors, moi, j'ai toujours été dans la communication. Depuis que j'ai 19 ans, 18 ans, voilà, j'ai vraiment eu, ça a été une évidence pour le coup, mais plus dans l'entreprise, quoi. Au sein de l'entreprise. Du coup, en salarié, En tant que salarié, j'ai fait 5 ans d'alternance, j'ai fait plein d'entreprises différentes, des grosses, des petites, des moyennes, enfin voilà, de toute taille à Paris, en province, voilà. Et en fait, il y a eu un moment donné, je suis partie à 27 ans, je crois. Je suis partie au Népal, j'ai tout plaqué, j'étais à Paris. Un ras-le-bol ? Ouais. Bon, en fait, j'étais pas du tout... j'étais pas forcément bien dans la ville. Alors, dans la ville de Paris, déjà, j'étais vraiment pas bien. Ok.
J'étais pas très bien dans mon job, je me retrouvais pas. J'aimais bien l'aspect communication parce que je travaillais dans un laboratoire de recherche sur le climat et tout, donc c'était hyper intéressant. Ouais. Mais le côté salariat, tous les matins à 9h au bureau, y avait un truc, j'avais beaucoup de mal, le métro, la ville, enfin tout. Donc oui, il y a un peu un ras-le-bol, et puis la vie m'a un peu foutu un coup de pied au cul, quoi. Il y a plein de choses qui ont fait en sorte que tout s'est arrêté. Des histoires dans ma vie perso, des histoires dans ma vie pro qui ont dû s'arrêter, et à partir de là, j'ai dû passer un mois à me dire qu'est-ce que je fais. Qu'est-ce que je fais? Et du coup, je suis partie au Népal, au Pérou, en Inde, en Russie. Enfin voilà, j'ai fait un grand tour. Grand voyage. Voilà, d'une année toute seule. Et quand je suis rentrée, donc je suis arrivée au Pays Basque, j'ai rebossé dans la com. Et puis à un moment donné, pareil, ça s'est terminé, ce contrat-là, et avec tout ce que j'avais appris dans mes voyages, je me suis dit j'ai envie d'accompagner les gens, donc je me suis un peu plus tournée vers le coaching et la thérapie. Ok. Donc la thérapie narrative, donc il y avait quand même tout, donc il y a une pratique qui permet de travailler sur les histoires de vie des personnes et de se re-raconter d'une autre manière pour aborder son parcours d'une autre manière et avancer, etc. Donc il y avait quand même toujours cette histoire de narrer, de raconter, donc voilà. Et puis bon, ça a été une expérience qui a duré à peu près 6 mois, 1 an. Ok. Et je suis retournée à la com. Je suis retournée à la com parce que je pense que c'est vraiment mon métier cœur. Et puis j'ai eu des opportunités qui sont arrivées, je me suis dit allez go. Donc 2 fois j'ai essayé de m'éloigner un peu et 2 fois on m'a ramenée à la com. Donc je pense que c'est vraiment mon truc. Ok. Alors là j'ai une question qui vient. C'est quoi un peu, parce que c'est assez marrant, parce que justement le podcast que j'ai fait avant, ce qui a créé un peu tous les déclics, c'est le fait d'être parti à l'étranger. Est-ce que toi, le fait d'être parti, d'avoir voyagé par rapport à l'entrepreneuriat, est-ce que c'est ça qui t'a fait avoir des déclics? Tu vois, quels sont les éléments qui t'ont fait dire ok, ça m'aide à mieux comprendre ce que je veux, tu vois? Complètement. En fait, j'ai passé énormément de temps seule, donc c'était vraiment l'objectif. J'étais énormément seule. Tu voulais te retrouver en étant seule, peut-être? Ouais. Je voulais faire un gros point, crise existentielle. Clairement, gros point sur qui j'étais, ce que je voulais faire, où j'en étais, remettre en question plein de choses, de mon éducation, de ce que j'ai pu vivre, etc. Et du coup, oui, c'est à ce moment-là que est venue l'idée d'être coach ou d'être dans la thérapie. Bon, ça fait un peu cliché. J'ai un peu l'impression que ma vie, des fois, c'est un cliché parce que ça arrive à plein de personnes, j'ai l'impression. Mais il y avait vraiment ce truc de goûter à l'indépendance aussi, de ce que c'est de se lever le matin et d'être complètement avec soi et de décider, si j'ai envie de bosser là-bas, je vais bosser là-bas. Si j'ai envie de lire toute la journée, j'ai toute la journée. Enfin, il y avait vraiment ce goût j'avais besoin de m'échapper du métro, du studio dans lequel je vivais, de la relation dans laquelle j'étais. Tout était très enfermant, en fait. Et je pense que j'ai goûté à ce truc d'avoir beaucoup plus de choix, beaucoup plus de spontanéité. Et quand je suis rentrée en France, je me suis dit, il faut que j'arrive à retrouver un peu ça dans ma vie professionnelle aussi, d'avoir cette liberté, de décider un peu plus par moi-même ce que je veux, quoi. Okay. Donc là, déjà, c'est arrivé je vais être thérapeute, je vais accompagner les gens. Voilà, j'ai fait plein de formations dans la thérapie, de l'hypnose, la pratique narrative. Enfin voilà, j'ai testé plein de choses. Et du coup, quand j'ai eu des opportunités après en communication par le biais de contacts et tout, je me suis dit, ok, je reprends. Je retourne à mes premières amours parce que la thérapie et le coaching, pour différentes raisons, c'était pas forcément pour moi. Donc je suis retournée dans la com, mais par contre c'était clair que je voulais garder justement cette indépendance-là à laquelle j'ai goûté et que je voulais plus quitter, quoi. Voilà. Ok. Et tout ce que tu as appris là en coaching, en thérapie, est-ce que ça te sert dans ton travail de com aujourd'hui, tu vois? Ouais. Alors ça me sert dans le sens où je pense que je suis vachement plus en capacité d'écouter les besoins de l'autre. Alors, pas sous une forme thérapeutique, mais sous une forme de capter un peu les messages sous-jacents, entre guillemets, que va essayer de me passer un client quand il a du mal à mettre les mots, par exemple, sur des choses qui sont importantes pour lui, tu vois, ou des messages qu'il a envie de passer sur sa mission, sur sa vision, sur sa boîte, mais qu'il a du mal à lier le tout. Moi, j'adore ça, parce que justement, mon métier, c'est de tisser des belles histoires, de raconter des belles histoires autour des entreprises et des actions et de donner du sens, en fait. Et ça, c'est des choses que j'ai fait pour moi déjà, c'était essentiel, et que j'ai fait aussi à un certain moment pour des personnes. Ouais. Ok, donc t'es parti, t'as voyagé, t'es rentré ici, et c'est quand que tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat ? Je me suis lancée vraiment à fonder Okiara en 2021, je crois. Et là, c'est une rencontre, en fait, quand j'ai quitté mon ancien job de com. Donc t'es arrivé ici.
T'as Ouais. repris un travail salarié? Ouais, bon, c'était pas du salariat, mais c'était du salariat déguisé. Enfin, j'avais Ok. un seul et même client, et c'était du 9h, 22h. Ok. Voilà, et donc je suis partie de cette boîte parce que pour le coup, je me suis dit, je suis pas partie un an toute seule à l'autre bout du monde pour retomber dans une Ouais, espèce bien de sûr. carcan avec des... Bon, voilà. Donc je suis partie, ça s'est arrêté, et vraiment une semaine après, j'ai rencontré un business angel, comme on peut dire, ou quelqu'un qui m'a dit, écoute, si tu as envie de te reconvertir, si tu as envie de refaire des formations, si tu as envie d'être indépendante, je t'accompagne Ok. financièrement. Donc au début, j'étais là, ok, et j'ai accepté, et du coup, voilà, ça fait 2-3 ans que je suis indépendante et que ça m'a beaucoup aidé dans mon lancement. Ok. Voilà, donc une opportunité, quoi. Ok, c'est super. C'est incroyable t'auras peut-être pas la réponse, mais qu'est-ce qui fait que cette personne s'est dit, tiens, j'ai envie de miser sur toi? Ouais, je sais pas. Non, je pense que je l'ai touché dans mon histoire. Je pense qu'on a eu des points communs sur pas mal de choses. C'est quelqu'un qui avait beaucoup vécu en Asie, qui avait aussi une certaine forme de questionnement sur le sens des choses. Et je pense que je l'ai touché à ce moment-là. Et il a eu envie de m'aider, tout simplement. Ouais, c'est assez marrant. Alors, c'est super marrant, mais ça me fait penser, ma chérie adore les films de l'amour, tu vois. Et hier, c'est un film typiquement, c'est une famille, la nana rentre dans la voiture d'un mec, et finalement, ils sympathisent. Le soir même, il y a un arbre qui tombe dans la maison, et le mec, il décide d'aider les gens, tu vois. Et c'est marrant parce que tu te dis, c'est que dans les films. Bah non, en fait, ça arrive aussi dans la vraie vie, et je trouve ça assez incroyable. Et j'ai d'autres exemples, mais je trouve ça bien de se dire qu'aussi dans la vie, il y a des gens qui croient en nous, qui sont touchés par nous, et qui ont envie de se dire, bah, j'ai envie de te filer un coup de main. Et je trouve ça assez beau, tu vois. Ça arrive, et j'en suis la preuve aujourd'hui, parce que même si au début, c'est normal, on peut se poser des questions, tu vois, au bout de 2-3 ans, il n'y a eu aucun, il est égal à lui-même, je suis égale à moi-même, il est vraiment dans la bienveillance absolue, et c'est un peu un coup de pouce du destin, quoi, hein, franchement. Et je sais, alors tiens, c'est intéressant, parce qu'aujourd'hui, toi, tu as un statut, tu es une entreprise. Tu as commencé directement en entreprise, ou tu as commencé par le statut micro-entrepreneur, et après, tu vois, ça a été quoi l'évolution par rapport à ça? Non, j'ai commencé direct en entreprise, parce que justement, cette personne, en fait, elle a des parts dans mon entreprise. Voilà, donc on a dealé le truc comme ça. Donc ouais, je suis passée directement en entreprise, ce qui a été super stressant pour moi, qui n'était justement pas... C'est vraiment un changement, tu passes de salarié à directement entreprise. Ouais, c'est challengeant. Ouais, c'est hyper challengeant. Aujourd'hui, j'ai aucun regret, hein, mais j'ai eu une forme d'insouciance. Clairement, quand j'y repense maintenant, quoi. Je me dis, ça aurait pu se passer, voilà, j'ai pris certains risques, ça a été, mais l'année dernière, j'ai eu quelques petites frayeurs où je me suis dit, oulala, j'aurais peut-être dû faire comme ci, comme ça, ou gérer plus ça, ou gérer plus l'administratif, anticiper ça. Après, on apprend sur le terrain. Hein. Ouais, bien sûr. Mais ouais, ça a été le grand bain, ouais. Et du coup, tu as fait de la formation, c'est ça? Il t'a proposé de la formation. C'est quoi le type de formation que tu as fait, du coup? Bah, en fait, justement, alors, comme on dit, rien ne se perd, tout se transforme. Ouais. Mais c'est à ce moment-là que je me suis beaucoup formée justement à différentes pratiques pour accompagner, parce que je pensais vraiment à ce moment-là que j'avais vraiment ce truc d'être coach ou d'accompagner. Mais en fait, je pense que j'avais besoin de moi-même m'accompagner, ce que font beaucoup de personnes qui se forment au coaching et à la thérapie. Souvent, elles pensent qu'elles sont faites pour accompagner, mais en fait, c'est elles ont besoin d'aide. Donc moi, j'ai vu le truc où je me suis dit, non, mais en fait, c'était pour moi, c'est OK. Donc voilà. Mais j'ai fait hypnose, j'ai fait pratique narrative à Bordeaux, j'ai fait des choses un peu plus mystiques entre guillemets aussi, différents types d'approches, mais qui m'ont beaucoup servi aussi personnellement et dans mon approche même du monde de manière générale. Ok. Et du coup 2021, c'est là où tu fais vraiment du coup de la communication, c'est ça? Ouais. Ok. Ouais, en fait, c'est ça. C'est-à-dire que dès que j'ai commencé à rencontrer, à vraiment accompagner des gens, il y a certains moments où je me suis dit, waouh, c'est chaud. Enfin, faut vraiment avoir les épaules. C'est un vrai métier d'être coach et d'être thérapeute. On peut pas s'improviser. Donc moi, j'étais très honnête avec moi-même. Et puis de manière assez générale, c'est ça qui est intéressant dans le fil rouge, c'est que quand j'ai commencé à communiquer sur la pratique narrative, j'ai attiré des entrepreneurs. Okay. C'est-à-dire que naturellement, il y a plein d'entrepreneurs, même de porteurs de projets qui sont arrivés vers moi en me disant j'ai besoin de travailler, pourquoi est-ce que je monte cette boîte, pourquoi est-ce que je monte ce projet, et du coup j'ai besoin qu'on retrace mon parcours, mon histoire, et que tu m'aides à trouver le fameux why, quoi. Ouais. Donc à ce moment-là, j'ai beaucoup travaillé sur la raison d'être et le why des entrepreneurs.
Donc du coup voilà, puis après de fil en aiguille la com est revenue, c'est-à-dire qu'ils m'ont dit génial, merci, je suis très au clair maintenant sur pourquoi je fais ce projet, sur le lien avec mon histoire, ma vision et tout, mais maintenant comment je fais pour communiquer dessus, tu peux m'aider? Donc en fait voilà, donc du coup je suis repartie, donc après je les ai accompagnés aussi sur leur discours, leur pitch, leur manifeste, comment ils pouvaient communiquer autour de leur storytelling. Donc en fait je suis revenue dans la com. En fait la vie m'a ramenée doucement vers la com, et après en avançant je me suis dit autant aussi le faire pour des entreprises. Ouais. Et puis après c'est des connexions, des opportunités qui sont arrivées. Et, ça de toute façon on va l'approfondir dans la deuxième partie. Avant même de parler de la deuxième partie, j'ai juste une question. Est-ce que ça a été dur au départ quand tu t'es lancé de lancer ta boîte, tu vois, ou est-ce que tu as vite eu des connexions, tu vois? Non, ça a été dur, ça a été super dur parce que moi, pour le coup, je débarquais vraiment pas du tout du monde de l'entrepreneuriat. J'avais aucun exemple autour de moi, ni dans ma famille, ni dans mes amis. Donc j'ai mis énormément de temps déjà à capter qu'il fallait répondre à un problème pour avoir une vraie proposition de valeur et répondre à un besoin. Moi, j'étais en mode, mais moi, tant que je fais un truc qui me plaît, dans lequel je me sens bien, ça a marché. Mais en fait, pas du tout. Donc j'ai été vraiment extrêmement naïve au début. Mais j'ai beaucoup de bienveillance par rapport à ça. Mais j'étais assez naïve, en fait. Et puis on m'a beaucoup aussi, on va dire, mis dans la tête que tant que je faisais quelque chose qui était aligné avec qui je voulais être ou quoi, ça allait fonctionner. Mais en fait, non, pas du tout. Enfin, l'entrepreneuriat, c'est soit tu réponds à une vraie problématique, il y a un besoin, il y a de l'argent, soit en fait, ça s'appelle une asso ou un loisir, tu vois. Ouais. Ouais, j'ai mis beaucoup de temps à capter tout ça. C'est vraiment... C'est intéressant ce que tu dis parce qu'effectivement, quand tu fais quelque chose que tu aimes, pour moi, à mon sens, c'est que tu pourras le faire pendant longtemps, tu n'auras pas la sensation de bosser. Mais ça veut pas forcément dire qu'il y a un besoin, donc tu pourras y passer plein de temps. Ouais, c'est génial, j'ai pas l'impression de bosser. Ah, mais par contre, j'ai pas de travail, tu vois. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est ça. Donc non, au début, ça n'a pas du tout été évident. J'ai beaucoup galéré. J'ai vraiment mis beaucoup de temps à comprendre que, vraiment, ce rapport-là, problème-solution, en fait, hyper concret, hyper pragmatique. Moi, je revenais de tout un truc très abstrait avec mes voyages et tout. Et il a fallu que je retombe vraiment sur le truc hyper basique, en fait. Un équilibre un peu plus terre à terre. C'est ça. Ok. Ouais, c'est ça. Ok, super. Bah écoute, merci. On va passer à la deuxième partie. On va passer sur du plus terre à terre, justement. Yes. Comment tu trouves tes clients? Maintenant, passons au cœur du podcast avec la deuxième partie, à la conquête des clients. Donc maintenant, on passe à la deuxième partie. C'est le cœur du podcast. C'est de savoir comment toi, aujourd'hui, comment toi, tu trouves tes clients. Et je suis assez curieux de savoir déjà, dans un premier temps, au tout début, quand tu t'es lancé, comment tu as fait pour trouver tes clients, et est-ce que c'est aujourd'hui toujours cette même manière que tu fais, ou est-ce que tu as ajusté, modifié ta manière de trouver tes clients, tu vois? Ouais, alors faut que je me replonge, mais en tout cas, je sais que on m'a beaucoup fait des passes. C'est-à-dire que j'ai beaucoup de potes ou de clients qui m'ont dit « attends, tu devrais peut-être bosser pour cette boîte ». À un moment donné, j'ai pas mal donné de cours de com aussi, parce que j'ai plusieurs casquettes, j'ai pas mal donné de cours de com, je continue à en donner. Mais par exemple, il y a Camille qui m'a mis en contact avec des écoles, donc ça a commencé comme ça. Et puis après, moi je te dis, c'est que ça. Après, j'ai eu une ancienne collègue de Biarritz qui m'a refilé le bébé d'une mission incroyable donc une mission de com avec laquelle je travaille avec Indara, donc un fonds de dotation ici au Pays Basque. Et en fait, pareil, quoi. Un matin, en juillet, elle me dit « Attends, je te fais la passe ». Voilà, c'est arrivé comme ça. Et aujourd'hui, c'est mon plus gros client. Donc en fait, il y a plein de choses qui me sont arrivées un peu comme ça au fur et à mesure. C'est intéressant, mais est-ce que tu penses quand même qu'on t'a fait des passes, mais c'est pas pour rien? Parce que moi, aujourd'hui, on commence à me faire des passes, tu vois, mais parce qu'on voit mon travail, on voit ce que je vaux, on voit ce que je fais, tu vois. Est-ce que tu penses que c'est parce que toi aussi, en amont, soit t'as montré ton travail, soit t'as bossé comme il fallait, parce qu'on fait pas les passes à n'importe qui, tu vois. Oui. Non, écoute, oui, je pense qu'il y a de ça, mais moi, tu vois, quand je me replonge même dans ma vie de salarié, quand j'ai commencé et tout, à 19 ans, ça a été... Alors, au début, j'ai trouvé des boîtes en cherchant, mais dès que j'ai commencé à être dans le monde du travail, en fait, souvent, on m'a fait des passes, en fait. Enfin, tu vois. Donc, je pense que oui, c'est la valeur de mon travail. Je pense que c'est ma personnalité. Je pense qu'il y a plein de choses qui font que, mais oui, non, ça s'est fait. En fait, ça se fait assez naturellement. Ok, donc ça, c'était au début. C'est
Au début, quand tu as commencé à monter ta boîte, ça, c'était ça? Ouais. Okay. Ouais. Par exemple, Indara, quand Indara est arrivé sur tout ce qui est community management, rédaction et tout, ça a aussi réveillé justement, ça c'était il y a plus d'1 an maintenant, et ça a aussi réveillé justement cette envie de travailler avec des entreprises à impact, tu vois. Enfin là, c'est un fonds de dotation, mais ça a toujours été un truc que j'ai voulu faire depuis que j'ai 18 ans. Je me rappelle même en BTS, en année 1, tu vois. Je me rappelle, ça c'est une vraie histoire assez dingue, ça fait plus de 10 ans maintenant, j'avais chopé mon prof principal en lui disant mais moi je veux pas faire de la pub pour Toyota ou je ne sais quoi, tu vois, j'étais vraiment genre je vais arrêter cette formation parce que moi je veux bosser soit pour la culture, soit pour des boîtes qui a impact. Alors c'était pas encore le terme à l'époque, mais il m'avait dit mais comment tu vas faire pour manger quoi. Et il m'avait regardé, il m'avait dit mais tu peux pas vivre de ça. Bon, c'était il y a plus de 10 ans, donc on savait pas que ça allait évoluer à ce point. Ça a changé, bien changé. Mais voilà, Indara a réveillé ça et du coup maintenant, alors j'ai différents types de prospection. Je peux envoyer des mails, aux fondations, aux associations, aux fonds de dotation que je trouve intéressants dans le coin. Donc il y a cette approche un peu mailing. Après, oui, je fais un peu d'automatisation, mais moi, ça donne pas grand-chose. Je crois que c'est pas trop mon canal. Je te posais la question parce que la dernière fois, on en a parlé et tu disais que c'était pas trop ton truc à toi. Non. Donc c'est pour ça que je voulais en parler un petit peu. Non. Donc toi aujourd'hui, pour trouver tes clients, donc tu disais que tu faisais un peu de mailing. Ouais. Donc c'est des entreprises que tu cibles. Ouais. Donc tu fais quoi? Tu les cherches comment, ces entreprises? Je regarde sur Google, tout simplement. Sinon, maintenant, je m'aide aussi de ChatGPT. Tu vois, je lui demande, donne-moi toutes les fondations de Bordeaux, tous les fonds de dotation de Bordeaux. Tu vois, en général, je fais par ville. Ouais. Je demande à Google ou je demande à ChatGPT. Je vais sur le site, je check. Je regarde aussi s'ils ont du budget, évidemment. S'ils ont du budget, s'ils ont des actions qui me parlent. Et à partir de là, je chope le contact qu'il y a sur le site. Des fois, je fouille un peu plus pour avoir le contact du fond, enfin pas du fondateur, mais du directeur, directrice de la fondation ou du fonds. Et j'envoie des mails. T'envoies des mails. Et sur le nombre de mails envoyés, t'as beaucoup de retours ou pas? Pas vraiment. Alors, ce qui est compliqué dans la prospection de manière globale, c'est le bon timing, quoi. Ouais. C'est d'arriver au bon moment. La personne, elle a le budget, elle a besoin. Elle commence déjà à se poser des questions de ça serait peut-être bien d'externaliser. Donc non, c'est pour ça. Moi, c'est vraiment le bouche à oreille et le réseau qui m'apporte du business. Sinon, le reste, pour être honnête, j'ai un peu l'impression que c'est. Je me dis peut-être qu'un jour, ils vont se rappeler, ils vont dire « Ah bah attends, il y a quelqu'un qui nous avait contacté ». Des fois, il faut laisser le temps aussi faire. Bien sûr. Mais c'est super rare d'arriver sur le bon... Ça m'est arrivé une fois, là, dernièrement. Alors, un autre outil de prospection qui peut être intéressant, c'est d'aller sur des événements. Moi, c'est pareil, c'est pas très inné chez moi, tout le côté réseautage et tout, mais j'ai été Donc, il y a la communauté des entreprises à mission qui a organisé un congrès l'année dernière à Paris. J'y suis allée. J'ai passé la journée là-bas et voilà. Et là, j'ai repéré sur place, du coup, plusieurs types de structures qui m'intéressaient et j'ai réussi à avoir un contrat avec une d'entre elles. Cool. Vachement bien. Et tu disais, du coup, réseau. Toi, tu dis c'est vraiment le réseau. Donc, quand tu dis réseau, c'est-à-dire, qu'est-ce que tu entends par c'est mon réseau? Alors, soit c'est des proches à moi, soit c'est des proches, c'est-à-dire des amis ou mon copain ou autre, soit c'est des anciens collègues. Okay. Des gens avec qui j'ai déjà bossé, des anciens clients aussi qui pensaient à moi. Indara, par exemple, m'a déjà mis en relation avec d'autres clients. Et c'est intéressant quand tu dis que c'est, par exemple, Indara qui t'a mis en relation avec d'autres clients. Est-ce que c'est eux qui ont pris l'initiative ou c'est parce que toi, tu leur as demandé en disant, par exemple, je prends un exemple, si vous avez bien aimé bosser avec moi, est-ce que vous auriez d'autres personnes qui peuvent être également intéressées que je peux contacter? Tu vois comment ça s'est passé? Alors là, pour le coup, avec Indara, ça s'était passé de manière super... Non, j'avais rien dit. En fait, c'est quelqu'un qui a dit à Virginie, nous, on cherche une rédac, et Virginie a dit, attends, moi, j'ai une rédac super et tout. Et ça s'est fait comme ça, en fait. Ok. Donc, voilà. Un jour, Virginie m'a dit, ils vont te contacter, ils m'ont contacté, et voilà. Ok. J'ai l'impression, là, quand je t'écoute, que c'est vraiment un peu naturel et que les gens te repassent des contacts assez facilement, j'ai l'impression, quand je t'écoute, là. Ouais, carrément. Même Camille, tu vois, hier, il m'a envoyé une mission. Alors, c'est pas tout le temps comme ça et tout. Des fois, je m'accroche aussi. Et puis, moi aussi, dans mon modèle économique, j'essaye toujours de faire en sorte que les clients soient sur du récurrent, tu vois. Ouais. Donc, du coup, ça, c'est intéressant. Je trouve qu'en termes de prospection, déjà, une fois que tu as 3-4 clients et que ça se passe bien et tout, tu vois, je prospecte pas tous les 2 jours, quoi. Donc, toi, c'est intéressant parce que tu vas chercher des clients. L'idée, c'est d'avoir des clients, mais avec des missions récurrentes. Ouais. Comme ça, entre guillemets, tu en as 3-4
toi, ça te permet de tenir sur le long terme. Et donc, effectivement, ça t'enlève cet aspect de au quotidien, devoir démarcher. Moi, ça, je pourrais pas. Sinon, je retourne au salariat, quoi. Tu vois, et je pense que le fait d'avoir été salarié, j'aime aussi beaucoup travailler sur le long terme. C'est pas juste économiquement, c'est plus intéressant. C'est vrai, hein, c'est clair, c'est beaucoup moins stressant. Et en même temps, j'adore accompagner sur du moyen long terme parce que j'étais salariée, j'ai bossé en équipe, tu vois, je sais ce que c'est que d'accompagner un projet sur du moyen long terme. Et voilà, puis tu crées des relations aussi, enfin, tu vois, sur du, voilà, tu t'avances ensemble, c'est quand même beaucoup plus intéressant que d'avoir des missions one shot comme ça de temps en temps. Ouais, ça permet d'aller beaucoup plus en profondeur et de suivre un peu le bébé sur le long terme, quoi. C'est exactement ça. Ouais. Ok. Tu disais aussi que tu as eu des clients par tes anciens jobs salariés. Il y en a eu beaucoup comme ça, des clients que tu as eu par tes jobs salariés, enfin, ou pas? Y a principalement Indara. Okay. Voilà, principalement Indara. Et après, quand j'étais salariée, là, oui, j'ai eu beaucoup de... Enfin, à partir du Master 2, je crois, j'ai toujours trouvé les boulots par des collègues ou des contacts. Mais oui, c'est principalement Indara. Après, le reste, ça a été de la rencontre au fur et à mesure. Donc là, c'est intéressant ce que tu dis, parce qu'en gros, quand tu as eu vraiment un client qui a un peu fait graviter autour plein d'autres clients, et c'est intéressant de se dire, un jour, tu peux trouver ce client qui va t'ouvrir la porte de plein d'autres clients. Bien c'est sûr. Un peu la perle rare, entre guillemets, et celle-là, faut pas la lâcher, quoi. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est clair. C'est clair. Et puis après, oui, ça peut... Faut voir ça un peu comme un maillage aussi, quoi, qui peut se faire naturellement. Après, oui, évidemment, faut prospecter, mais en effet, si tu as une super relation avec un client qui connaît du monde et tout, après, en effet, tu peux, s'il te recommande, ça peut aller vite aussi, quoi. Ouais, bien sûr. Et est-ce que tu as d'autres... Est-ce que, par exemple, ok, donc tu disais le mailing, tu vas avec ChatGPT, Google, chercher un peu des boîtes. Eux, tu les contactes principalement par mail ou tu as d'autres manières de les contacter? C'est que du mail? Que du mail. Ok. Ouais, que du mail. Ça m'est déjà arrivé de voir des 06 et tout. Moi, je suis pas très à l'aise avec l'approche, tu vois. Déjà, de base, d'aller vers les autres en disant j'ai besoin de bosser, tu vois. Bon, il y a tout un truc, ça, c'est encore un autre sujet, mais tu vois, j'essaye de pas être trop intrusive. Donc, ouais, je passe par le mail, je relance au moins une fois. Et après, si ça répond pas, c'est que, bon, ils ont pas le besoin, quoi. Ok. C'est intéressant parce que justement, il y a plein de gens qui sont comme toi où on n'aime pas, entre guillemets, avoir un peu cette impression de quémander du travail. Et moi, mon point de vue, c'est qu'on peut contacter ces personnes-là, mais d'un point de vue plus humain, où si, imaginons, là, c'est des boîtes à impact, donc toi, ça fait sens avec toi. Et moi, je dis, au lieu de quémander en disant, tiens, est-ce qu'on va bosser ensemble, c'est, tiens, est-ce que tu peux me parler de ta boîte, parce que je kiffe. Et moi, tu vois, c'est l'approche que j'ai, c'est vraiment... Parle-moi de ta boîte parce qu'elle fait sens pour moi. Et ce que j'ai remarqué souvent, c'est que la personne... Si tu arrives à avoir le rendez-vous, mais en général, quand tu demandes à juste rencontrer pour qu'elle te parle de sa boîte, en général, les gens, ils aiment ça. Ils aiment parler de leur histoire. Et c'est pas pour rien que je fais du podcast, d'ailleurs. Et derrière, c'est une fois qu'il a parlé de lui, qu'il a parlé de son histoire, souvent, il va dire « Et toi, qu'est-ce que tu fais ?» Mais j'ai remarqué à chaque fois. Et donc là, tu peux ouvrir à « Ah, écoute, moi, je fais ça, je fais ci, je fais ça, tu vois. » Je sais pas si c'est une approche que toi, t'as déjà testé ou pas, tu vois. Mais je trouve que ça marche bien, tu vois. Oui, c'est vrai. Si, j'ai déjà approché comme ça. Et en effet, oui, je pense que c'est sûr que c'est une meilleure ouverture que de dire salut, voilà mon offre, t'achètes. C'est plus long parce que forcément, on n'est pas sur du one shot, mais c'est un travail un peu plus de longue haleine, mais je trouve qu'il est plus performant, je pense, sur le long terme. Bien sûr, oui. Mais c'est aussi pour ça que l'automatisation, je pense que c'est bien pour des boîtes qui sont en mode scale-up, tu sais. Voilà, qui montent à l'échelle très vite et qui ont un produit peu cher qu'ils doivent vendre à plein de gens pour être rentable. Moi, c'est l'inverse. Moi, je préfère bosser avec 3-4 clients. Ouais, c'est pour ça. Non, moi, je préfère bosser avec 3-4 clients et qui m'éclatent, ça me suffit. Et dans ce cas-là, moi, mon approche, je préfère une approche plus personnalisée où je vais vraiment regarder ce que fait la structure avant de l'approcher. C'est un peu plus quali, mais je suis pas contre l'automatisation. Je pense que ça s'adapte juste pas à tous les business et tous les modèles économiques, quoi. Ok. Et tu fais quand même un peu sur les réseaux sociaux, enfin, ou pas du tout? Parce que tu vois, tu me dis que justement, t'envoies des mails, t'as tes 3-4 clients, mais je me dis, est-ce que, par exemple, je sais que les réseaux sociaux, ça permet aussi de voir un peu ce que tu fais, de montrer, et donc du coup, certaines personnes, c'est en tâche de fond, ah oui, elle fait ça, ah oui, elle existe là, elle existe toujours, tu vois. Et comment toi,
c'est quoi ton approche des réseaux sociaux, justement? Je suis pas méga fan, pourtant je suis dans la communication, mais c'est vrai que à un moment donné, je m'étais dit, vas-y, fais un post par jour et tout sur LinkedIn. Et bon, je trouve que c'était un peu lourd. Mais oui, là, je suis en train de réactiver pas mal mon LinkedIn, justement, en me disant, bon, après, j'ai pas l'impression d'avoir besoin de faire des posts pour trouver du boulot, donc voilà. Mais par contre, c'est vrai que je me suis dit, bon, c'est quand même intéressant, en effet, de tenir au courant les gens de ce qui se passe, et puis de t'amuser aussi, de prendre ça un peu comme un jeu. Donc, voilà, donc LinkedIn, voilà, là, je vais reposter un peu pour expliquer ce que je fais. Et puis, si, j'ai eu un super client comme ça que j'ai été chercher sur LinkedIn. Ok. C'est l'incubateur de Sub de Pub. Et tiens, comment t'as fait? C'est quoi un peu le parcours, tu vois? Bah, écoute, c'est la seule fois où ça a fonctionné. Je sais pas, ça devait être le destin. Mais en plus, ouais, d'ailleurs, grâce à ce client, j'ai eu un autre client que j'ai encore aujourd'hui. Donc, tu vois, encore une fois, un exemple. Mais l'incubateur de Sub de Pub, en fait, à un moment donné aussi, j'ai bossé, et je continue d'ailleurs à bosser avec des incubateurs sur tout ce qui est mission, vision, raison d'être. Donc, sur les porteurs de projets, tu vas faire des ateliers, des conférences, des accompagnements là-dessus. Ouais. Et donc, j'ai vu Incubateur for Good. Je me suis dit, ça m'intéresse. Donc, j'ai vu Lionel Steve, donc, qui était le directeur, en fait. Donc, c'est le directeur de Sub de Pub Paris, mais du coup, il a fondé aussi cet incubateur. Ouais. Et du coup, j'ai été voir son profil LinkedIn et je l'ai trouvé assez original. J'ai vu que c'était un personnage, en fait. Moi, j'adore ça. Enfin, un personnage, je sais plus, il a écrit un truc très original dans sa bio, ça m'avait plu, c'était pas cher réseau, non, c'était fun. Et du coup, je me suis dit, tiens, et en fait, on a échangé et il m'a recruté. C'est toi qui lui as envoyé un message au départ? Je lui ai envoyé un message, je ne sais plus exactement comment, mais de manière très naturelle, quoi. Ok. Et vous avez échangé et au final... On a échangé, on s'est appelé, il m'a dit ok, bon bah du coup, tiens, pour l'incubateur, tu peux travailler sur le why avec les entrepreneurs, et puis bah j'ai aussi besoin de toi sur les cours, enfin pas sur les cours, mais sur Sub de Pub pour d'autres choses, et du coup ça fait 2 ans qu'on bosse ensemble. Ouais. Trop bien, trop bien. Tu disais tout à l'heure que t'as fait aussi de la formation, ça, dans les écoles. Ouais. Comment t'en es arrivé à... Là, ça m'intéresse moi personnellement pour le coup parce que c'est un chemin que je suis en train de prendre aussi. Comment t'as fait, tu vois, c'est quoi les étapes pour en arriver à former dans les écoles, ou c'est dans des écoles, c'est dans les entreprises, c'est dans quel contexte? Dans des écoles. Dans des écoles. Dans des écoles de com ou des écoles de commerce. Ça en est arrivé où à un moment donné je me suis dit c'est dur d'avoir des clients, tu vois, vraiment sur de la com comme moi j'aimerais idéalement. Donc évidemment au début faut manger. Donc du coup, je me suis dit, attends... En plus, quand j'étais en BTS, je me disais, un jour, je serai prof de com. Et c'était un truc qui me travaillait aussi. Donc, en fait, tu vois, c'est là que je réalise qu'à 19 ans, 18 ans, je savais déjà exactement ce que je voulais. Parce qu'à 33 ans, c'est ce que je fais aujourd'hui, je le savais déjà. Ouais. Je suis passée par plein d'autres chemins, mais j'y reviens. Souvent, je remarque qu'on a besoin de prendre des chemins de traverse pour tester, parce qu'on a besoin de tester, de valider que c'est pas ça. C'est ça. Et moi, c'est pareil, hein, la vidéo, je faisais déjà des vidéos quand j'avais 10 ans avec la caméra de mes parents, tu vois. Donc, en fait, ça a été une évidence, mais il a fallu que je fasse plein de choses pour me dire, en fait, c'est ça, c'est une évidence. Ouais. Et j'ai l'impression qu'on est quand même beaucoup à vouloir tester un peu pour se dire, bah non, en fait, c'est ce que j'aime depuis le départ. Ouais, c'est ça. Oula, j'ai shooté le micro, c'était l'extase de parler. Trop d'émotions. Non, mais c'est une forme de vocation, en fait. Moi, j'avais lu, je sais plus où, que la vocation arrivait vers 11-12 ans, et je pense que c'est vrai. Et je pense qu'elle peut revenir à un moment donné quand t'as été voir un peu ailleurs, entre guillemets. Donc la com, les cours de com, bah voilà, je me suis dit, bon, okay, qu'est-ce que tu sais faire, qu'est-ce qui t'intéresse et tout. Et quand j'ai commencé, à donner un peu des conférences ou donner des ateliers dans des incubateurs, je me suis dit, c'est cool, ça me plaît bien. Donc attends, je vais aller frapper aux portes des écoles de com ou de commerce du coin. Et du coup, j'ai été en contact avec Rocket School à Bordeaux, à Paris aussi, Sub de Pub, Thalys, différents. Quand tu dis que t'as toqué aux portes, t'as vraiment toqué aux portes, tu vois, c'est comment t'as fait? Alors pour Rocket School, c'est Camille qui m'a fait la passe. Ouais. Sub de Pub, du coup, c'est moi sur LinkedIn, tout simplement. Ouais. Après, Rocket School Paris, c'est via Rocket School Bordeaux. Ouais, pour le coup, ça fait sens. Voilà. Et voilà, dans les grandes lignes. J'ai pas eu beaucoup d'écoles, mais ça s'est fait, comme ça. Soit par LinkedIn, soit par le réseau. Ok, super intéressant. Bah écoute, c'est pas mal. Et je crois que on avait commencé à parler des réseaux sociaux. Et je crois qu'on n'a pas continué. Tu sais, on disait que justement, pour entretenir un peu
La légende. Voilà, tu vois, que les gens puissent voir un peu ce que tu fais. Toi, donc c'est quelque chose que tu es en train de remettre en place, c'est ça, hein? Ouais, je remets en place toujours avec cette posture de problème-solution, quoi. Tu vois, Okay. et je suis encore aujourd'hui, même si voilà, j'ai des clients, etc., je suis encore dans ce truc de... il faut vraiment que tu mettes en évidence aussi, parce que ce qui est toujours compliqué dans l'entrepreneuriat, c'est que ta cible comprenne que potentiellement, tu peux vraiment lui rendre service. Ouais, bien sûr. Donc, tu vois, donc dans mes communications, maintenant, voilà, j'essaye de vraiment de valoriser le fait qu'il faut valoriser les actions et les initiatives qui sont portées par ce genre de structure. Et donc, je pousse un peu ce message-là, ouais, maintenant sur LinkedIn, en donnant des exemples de ce que je fais, mais même juste pour sensibiliser sur, voilà, vous êtes un fonds de dotation, une fondation, vous faites plein de choses, mais si c'est pas mis en lumière, c'est trop dommage, même pour les investisseurs, même pour les mécènes, en fait, pour tout le monde. Donc là, je vais un peu axer là-dessus en termes de com sur LinkedIn. C'est intéressant parce que c'est vrai que, comme toi, tu as tes clients, entre guillemets, tu pourrais dire, je suis peinard. Mais je trouve que c'est quand même intéressant de continuer d'alimenter les réseaux sociaux, de montrer ce que tu fais, de montrer tes connaissances, tes compétences, parce qu'on sait jamais. Ouais. Un client, il peut partir du jour au lendemain parce qu'on est dans l'entrepreneuriat. Et c'est quand même bien de continuer d'alimenter. Bien sûr. Au cas où, tu vois, où on peut dire après, si je mets tempérin, tu mets la seconde, mais comme tu auras continué d'alimenter, ce sera plus facile derrière pour aller rechoper un client. Ouais. Que si tu mets complètement en pause parce que tu dis je suis tranquille, j'ai mes clients, mais j'ai le nombre de personnes dangereux qui ont perdu leurs clients, qui ont dit merde, en fait j'ai rien fait, entre et faut avoir non, c'est hyper important, faut jamais se reposer sur ses lauriers. Moi des fois je me repose sur mes lauriers pour différentes raisons, parce que voilà, après nous les femmes en plus on est un peu comme ça, donc il y a des moments où c'est plus compliqué, mais il y a des moments où il faut mettre la deuxième parce qu'en effet, il arrive n'importe quoi, faut toujours qu'il y ait quelque chose qui... Voilà, il faut qu'il y ait des touches, quoi, tu vois. Ouais, bien sûr. Bien sûr, ok. Donc, ouais, pour un peu synthétiser, du coup, toi, c'est vrai que déjà, quand tu as lancé ton entreprise, tu as eu un mécène. C'est un mécène, hein, c'est ça? Oui, un investisseur. Un investisseur, ouais, pardon. Ouais. Tu as eu un investisseur. Déjà, donc forcément, ça donne un petit coup de boost. T'as réussi à choper une grosse boîte qui finalement a fait rayonner plein d'autres boîtes grâce à ça. T'as fait un peu de LinkedIn, t'as fait du mailing, ça t'a fait choper quelques clients, mais globalement, t'as réussi à choper le client qui t'a quand même ouvert des portes, hein. C'est ça, si je dis pas de bêtises? Ouais, alors c'est-à-dire que Indara m'a pas tant ouvert des portes sur... Alors, ils m'ont apporté, entre guillemets, un client, mais au-delà de ça, ça a réveillé ma vocation de quand j'avais 18 ans, de me dire, mais en fait, je veux faire de la com pour des boîtes qui sont dans l'impact, quoi, tu vois. Et après, du coup, c'est moi qui... Mais aujourd'hui, entre les cours de com, sub de pub, je donne des cours sur l'entrepreneuriat aussi. Indara, pour l'instant, je m'y retrouve avec ça. Ouais. Et là, justement, l'idée, c'est d'avoir plus d'entreprises, tu vois, d'arrêter potentiellement les cours de com pour aller plus bosser avec des fondations, des assos, plus comme Indara, en fait. C'est vraiment ça que... Toi, c'est ça qui t'anime et... Ouais. Ok, super. Bah écoute, merci beaucoup. On va passer à la troisième partie où on va voir un peu quels sont ton point de vue par rapport à la vidéo, ok? Yes. Finissons ce podcast avec la troisième et dernière partie, l'impact de la vidéo. Ouais, donc du coup, je suis assez curieux de connaître un peu, toi, ton point de vue par rapport à la vidéo. Qu'est-ce que toi, tu penses de la vidéo dans l'entrepreneuriat? C'est quoi ton point de vue par rapport à ça? Je pense que c'est extrêmement important dans le sens où on a besoin de voir... Tu vois, tout à l'heure, on parlait de post. Ouais. C'est bien. Je pense qu'on peut passer beaucoup de choses par l'écrit. Je suis bien placée pour le savoir. Mais par contre, on a besoin de voir l'âme, entre guillemets, de la personne, son énergie, comment elle parle, ses yeux, ce qu'elle dégage. Et ça, la vidéo, ça permet ça, quoi. Dans l'entrepreneuriat, c'est vrai que quand tu cherches un nouveau client ou même un prestat, peu importe, tu peux pas juste... même à une photo, oui, c'est bien, mais la vidéo permet de plus capter. Ça permet de dégager beaucoup plus de choses. Ah, c'est clair. Et toi, c'est quelque chose que tu fais ou pas? Non. J'ai fait un peu à un moment donné sur Insta, quand j'étais justement plus sur l'aspect coaching, j'étais plutôt sur Instagram. Mais voilà, pour moi, il faut que ce soit vraiment bien fait, en fait. C'est ça le truc. Il faut que ce soit vraiment, même fait par un pro, parce que bon, sinon ça peut être... Si c'est un peu artisanal, c'est pas top, je trouve. Donc j'ai assez vite arrêté. Ok, donc toi, tu préfères te dire que faut que ce soit fait par un pro pour vraiment que ça rentre bien, quoi. Ça dépend après de ta boîte, ça dépend de ce que tu vends, etc. Mais de manière globale, dans ce cas-là, moi, je préfère mettre plutôt une belle photo qu'une vidéo pas très propre, quoi. Ok. Et
c'est quelque chose, enfin, si toi, demain, on te dit, t'as budget limité, t'as plus de contraintes, tu fais ce que tu veux, enfin, vraiment, est-ce que du coup, en ayant budget limité, c'est quelque chose que tu pourrais utiliser ou pas? Carrément. Ouais, je pense. Ouais, Ouais. carrément. Ouais. Ok, et comment tu ferais pour allier ça justement à l'écriture, tu vois, parce que c'est quand même d'écrire ton métier, tu vois. Comment tu ferais pour allier la vidéo à l'écriture, tu vois? Est-ce que tu as une idée ou pas du tout? Tu veux dire pour moi-même ou pour mes clients? Pour toi. Pour moi, je pense que je jonglerai un peu entre les deux. De temps en temps, j'écrirai, de temps en temps, je ferai des vidéos. Mais après, en fait, moi, ce que je trouve important dans mon métier aussi, c'est les mots, quoi. Tu vois, c'est la sémantique, la manière dont on aborde les choses. Et ça peut aussi très bien se faire en vidéo. Ok. Donc ouais, c'est vraiment une alternance des deux. Ok. Tu t'es jamais dit, parce que tu as utilisé donc tu as déjà fait de la vidéo, c'était quoi? C'était sur Instagram? C'était sur... ouais. C'était quoi que tu faisais en vidéo? Je suis curieux de savoir. Ça remonte à loin? Je sais même plus. Je pense que je devais parler justement des histoires de vie, tu vois, de tout ce qui était justement sur la pratique narrative. Je faisais pas mal tu vois, par exemple des lives où j'abordais un sujet en particulier ou ce genre de choses. Ou des fois, je faisais des lives à deux, là. Des entretiens avec d'autres personnes que je republiais après en... Ah, c'est intéressant. Tu faisais aussi des lives. Ok. Ouais. Et tu disais à deux, mais c'était avec des clients, c'est ça? J'ai fait avec des clients et j'ai fait avec des amis aussi qui étaient un peu dans la même mouvance. Ok. Ouais. Ok. Et alors, ma question, c'est, est-ce que tu t'es jamais dit, tiens, est-ce que je pourrais, comme tu disais que la vidéo, c'est quand même intéressant pour voir ce que dégage la personne. Moi, je suis hyper raccord avec ça. Je trouve que la vidéo, on peut vraiment... La manière dont parle la personne, ce qu'elle dégage, toutes ces mimiques, et ça va faire qu'on va soit accrocher ou pas à la personne. C'est à double tranchant, mais je trouve que c'est intéressant. Est-ce que tu t'es jamais dit, tiens, si je démarchais en vidéo, carrément, au lieu de dire au lieu d'envoyer un message, je vais carrément envoyer une vidéo à la personne. Ouais. Oh là, je sens crispation. Je sais pas, j'ai un peu peur que ce soit... En fait, moi, ce qui me dérangeait personnellement dans la vidéo sur Insta, c'était j'avais l'impression de devoir me mettre en spectacle pour pouvoir séduire ou montrer que j'ai de la valeur ou que ce que je fais, c'est bien. Et en fait, ça m'a assez vite fatiguée. Ok. Et moi, j'aime bien y aller étape par étape, tu vois. Ouais, je préfère passer par l'écrit. Et après, même, tu vois, voilà, tout simplement se faire un Zoom ou un Google Meet, tu vois, pour se voir. Mais je sais pas si je serais très à l'aise en mode vidéo pour la prospection. Ok, non, après, de toute façon, c'est propre à chacun. Hein. C'est pour ça que je pose la question. C'est intéressant de le savoir. Parce que je pense qu'il y a aussi pas mal de personnes qui seront pas à l'aise à faire ça. Et parce que moi, c'est une manière que je fais. En fait, je me rends compte que personne le fait, tu vois. Mais après, c'est propre à chacun et il y a aussi l'image de soi, ce qu'on dégage. Non, c'était intéressant. On va passer à l'étape d'après. Il y a une question que je pose en général, c'est qui concerne l'intervenant d'après et qui va concerner l'intervenant d'avant. En gros, c'est toi, si tu avais une question par rapport au fait de trouver des clients, ce serait quoi la question que tu pourrais poser à l'intervenant suivant? C'est-à-dire, tu vois, si tu as une question qui vient et que tu sais pas qui c'est, mais je t'invite à lui poser une question, tu vois. Et moi, je vais te poser la question de l'intervenant d'avant. Moi, la question que je lui poserais, c'est est-ce qu'il a l'impression de jouer un rôle quand il prospecte ou il arrive à être 100% lui-même? Intéressant. Ok. Ça, je suis curieux d'avoir la réponse, tu vois. Alors, je vais prendre mon téléphone et je vais te poser la question et je pense que ça va certainement te parler en plus. Donc, la question, elle est la suivante. Tu es prête? Yes! Avec tout ton vécu en tant qu'entrepreneur, que ce soit les choses qui ont été contraignantes ou les moments de bonheur, tu vois, vraiment de manière globale, est-ce que tu es toujours OK avec ton choix de faire ce métier en tant qu'entrepreneur, en chef d'entreprise, plutôt que de le faire en salarié? Ouais, oui, 100% oui. C'est des questions que je me pose assez souvent. Je suis très honnête, je pense avec moi-même. Des fois, je me dis, bon, est-ce que le salariat, même chargé de com ou quoi? Mais non, 100%, je reste Alors, ma question, c'est pourquoi? Parce que ça correspond à mon caractère. C'est-à-dire que je suis très indépendante. J'aime beaucoup la solitude. Enfin, j'aime bien mener ma vie comme je l'entends. Ouais. Et le salariat, pour moi, c'est extrêmement contraignant sur plein d'aspects.
Ça a plein d'avantages, on va dire, en termes de sécurité et tout, mais enfin, moi, jusqu'à maintenant, j'ai pas eu de gros problèmes par rapport à ça. Donc ouais, non, une certaine liberté. Si j'ai envie de bosser dans un café, je vais dans un café. Si je suis pas bien pour différentes raisons, je me repose et en fait, ça regarde que moi. En plus, moi, j'ai quelques petits soucis de santé et tout, donc je sais pertinemment que si j'étais en salariat, il y a des moments, ça serait compliqué et il aurait fallu que je me justifie, que je demande l'autorisation de me reposer ou de partir plus tôt ou quoi. Enfin, donc pour moi, ça ménage très bien, avec mon caractère et avec ma vie aujourd'hui, quoi. Tu pourrais dire que du coup, ça respecte aussi, toi, ton cycle de vie. Tu vois, par exemple, Complètement. les moments où tu es dans une phase un peu plus down, eh bien, c'est des phases où tu peux être un peu plus calme. Et ouais, c'est ça, t'es pas obligé de le justifier à quelqu'un. Ouais, moi, le truc du salariat, c'est la justification. Je crois que vraiment, aujourd'hui, me rend... tu vois, si t'as envie de partir en congé, de te reposer, de partir en congé, il faut que tu demandes l'autorisation. Enfin, tu vois, et toutes ces choses-là, si t'as un rendez-vous médical, il faut que tu demandes l'autorisation. Enfin, après, j'ai pas été traumatisée, j'ai pas eu des patrons horribles, mais le concept du salariat, j'avoue que... Alors, si un jour, peut-être qu'un jour j'y retournerai, hein, franchement, je suis pas du tout contre. Mais 1000 fois, même avec tout ce que ça peut impliquer comme stress, l'année dernière, j'ai eu beaucoup de stress, beaucoup de problèmes de dettes, entre guillemets, à régler de l'année d'avant. Enfin, j'ai eu vraiment des gros stress. Mais tu vois, j'en suis revenue et je me dis, même avec ça, en fait, non. Tu vois, je suis très bien comme ça. Ouais, si tu faisais la balance, c'est OK d'avoir tout ça. Ouais, parce que ça, c'est les contraintes. Mais les parties bonheur, on va dire, sont 1000 fois mieux que si t'étais toi salarié, quoi. Dans l'équilibre, je suis vachement plus gagnante. Ouais, okay. C'est clair. C'est quoi, là, que tu pourrais partager j'aime bien poser cette question, c'est... Là, pour les personnes qui nous regardent ou qui nous écoutent, si tu pouvais partager une ressource ou plusieurs ressources, que ce soit podcast, vidéo, article, livre, pour justement aider à trouver des clients. Et ça peut être quelque chose même philosophique, tu vois. C'est pas forcément que des actions concrètes, tu vois, mais vraiment, toi, quelque chose que tu pourrais partager qui pourrait aider les personnes, tu vois, à trouver des clients, tu vois. Ouais, alors là, je sais pas, comme ça... moi, j'écoute beaucoup le podcast de Charles Pépin, qui est un philosophe, donc ça n'a rien à voir avec la prospection. Mais philosopher, je trouve que en fait, ça t'aide de toute façon dans tous les dans tous les domaines de ta vie, parce que tu regardes les choses différemment, donc peut-être que tu oses plus aussi, du coup. Après, moi là, ce qui me vient, alors c'est très perso entre guillemets, mais y a un entrepreneur qui s'appelle Alexandre Dana, qui est le fondateur de Live Mentor. Alors ça paraît complètement con, mais c'est vrai que j'aime beaucoup cette personne. Je l'écoute de temps en temps parce que c'est un mec qui a une vraie sensibilité, qui a même une certaine spiritualité, qui a cherché, qui a creusé des trucs. Il fait de l'écriture pour le coup, ouais. Il rédige, tu vois. Ouais, et puis il est très connecté à plein de choses, tu vois, Enfin bon, et du coup, je trouve que lui, pour moi, il honore vraiment cet aspect. Ok, je suis entrepreneur, je suis vraiment chaud et très très productif avec une boîte qui tourne super. Et bon, il est passé par plein de phases. Et en même temps, c'est un vrai sensible, tu vois. Il est très proche de la nature, il est très très spirituel aussi, très très sensible. Et moi, quand je l'écoute, je me retrouve un peu là-dedans. Je me dis, on peut être un super entrepreneur tout défoncé et en même temps avoir une vraie quête de sens, une vraie spiritualité. Et c'est ces personnes-là, moi, je pense, qui m'aident à prospecter, mais qui me permettent de me dire, tu peux être les deux à la fois, quoi. Tu vois. Ouais, ça tu peux te dire, tu t'autorises grâce à ces personnes à dire, même moi, si je suis quelqu'un de sensible, en fait, je peux être entrepreneur. C'est pas parce que je suis sensible que je peux pas entreprendre. Si, en fait, je peux être sensible et entreprendre. Ouais, c'est ça, voilà. Ouais, et puis c'est intéressant ce que tu dis, parce que justement, par rapport à philosopher, au final, ça veut dire apprendre à mieux se connaître. Et c'est hyper important. C'est marrant parce que du coup, ça a été un peu les mêmes réponses sur le podcast d'avant. C'est vraiment ce côté, faire un travail sur soi, apprendre à mieux se connaître, le why, franchement. Pourquoi tu fais ça, tu vois, pourquoi t'entreprends, mais ça vient d'abord de soi. Mais c'est clair. Et c'est déjà, je pense, la première étape. Moi, j'ai beaucoup bossé sur moi, j'ai toute une phase où j'ai besoin de mieux me comprendre qui je suis, pourquoi je réagis comme ça, parce qu'au final, tu te comprends mieux. Et finalement, quand tu es un peu lâché dans la fosse de l'entrepreneuriat, tu sais comment tu marches. Et donc, tu sais aussi comment te respecter, tu vois. Ouais. Non, mais c'est clair, tu vois, tu parlais de ressources. Est-ce que tu as une ressource à donner ? La première ressource, c'est soi-même, mais c'est soi-même comme une pierre qu'on va tailler, en fait. C'est-à-dire que plus tu vas travailler sur toi, plus tu vas t'aimer, plus tu vas avoir de l'estime pour toi-même, plus tu vas avoir de l'estime pour ton travail, et plus tu vas aller oser prospecter, parce que tu sais que ça a de la valeur. Déjà, si tu remets en question ta propre valeur,
bah ça se sent, tu remets en question ton travail, ça se sent, et les gens le sentent. Donc première chose, oui, en effet, vous pouvez même lire tous les bouquins de marketing de la planète. Si au fond de vous, vous vous sentez nul, que ce que vous apportez, ça vaut rien, ça marchera jamais. Ça marchera pas. Il faut dire, j'ai de la valeur, je vaux quelque chose, et c'est hyper important, quoi. Bah ouais, c'est ça, c'est la base en fait. Et c'est là que l'entrepreneuriat, c'est une grosse école aussi pour se développer soi-même. Ouais, bien sûr. Ok, super. Et on va passer donc à la dernière partie, c'est où est-ce qu'on peut te retrouver? Est-ce que, voilà, site internet, réseaux sociaux, voilà, où est-ce qu'on peut te retrouver? Bah, sur LinkedIn, du coup, Eva Kaina Pila. Voilà, j'ai un profil LinkedIn sur lequel je suis quand même assez réactive, donc principalement, c'est là. Ok, LinkedIn principalement? Principalement, ouais. Ok. Voilà, sinon j'ai mon mail, c'est hello@okiara.org. Mais ouais, LinkedIn, ça fonctionne bien, c'est simple. Ouais, bon, c'est pareil, hein, j'ai LinkedIn, site, basta, tu vois, ça suffit. Hein. Bah, c'est clair. Eh bien, écoute, merci beaucoup. Merci de ta présence dans ce podcast, c'était super intéressant. Et écoute, un grand merci, hein, c'est chouette d'avoir eu ton point de vue, ton retour. C'est vrai que j'avais beaucoup aimé aussi ta conférence que tu avais faite quand je faisais les événements avec Julie, tu vois. Et c'est comme ça aussi que je me suis dit, c'est quand même intéressant ce qu'elle avait à dire. Et du coup, c'est pour ça aussi que je me suis dit, tiens, c'est intéressant d'aller creuser. Et quand j'ai lancé le podcast, je me suis dit, tiens, j'ai envie de t'avoir dans le podcast. Donc c'est cool que tu aies accepté. Et voilà, donc j'ai hâte qu'on puisse partager ça avec tout le monde, quoi. Moi aussi, merci à toi. Eh ben écoute, merci beaucoup. Merci à vous d'avoir écouté ce podcast jusqu'à la fin, l'Odyssée des opportunités, et on se retrouve très vite dans un nouvel épisode. Salut! Merci d'avoir écouté ou visionné cet épisode jusqu'à la fin. J'espère sincèrement qu'il vous a aidé à adapter votre stratégie de prospection pour qu'elle vous corresponde au mieux. Si vous avez trouvé cet épisode utile, je vous invite à le partager autour de vous. Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur YouTube et sur les plateformes de streaming audio. Et si vous avez des suggestions d'invités pour les prochains épisodes, que vous connaissez un entrepreneur qui a une manière bien à lui de prospecter, alors faites-le moi savoir. Et bien entendu, si vous avez besoin d'une vidéo pour votre entreprise, contactez-moi. Je serai ravi de transformer votre vision en une série d'images soigneusement orchestrées pour toucher le cœur de votre audience. C'était Aurélien Ibarart et je vous dis à très bientôt dans un nouvel épisode de l'Odyssée des opportunités.